Bonjour, chers élèves de troisième. Donc là, comme je l'avais dit, ça va être un chapitre que je vais traiter uniquement au distanciel pour ceux que ça intéresse, pour compléter leur travail avant le brevet, compléter la majeure partie du programme. Donc ce sera le chapitre 4 du thème 2, le monde depuis 1945. Donc chapitre 4, donc là on va voir l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen. Donc la problématique, c'est de voir comment l'Europe est-elle née, puisqu'effectivement, l'Europe aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important dans notre quotidien. C'est aussi quelque chose de très débattu, très contesté. On a parfois accusé Emmanuel Macron d'être le président des gens qui voulaient l'Europe et par contre, finalement, d'avoir des candidats qui s'y opposaient, ou du moins qui voulaient pas cette Europe-là, qui préféraient une Europe différente, ou pas d'Europe du tout. Donc là, l'idée, ça va être d'étudier un petit peu tout ça au niveau de la mise en pratique. Donc moi j'ai repris, donc je vous ai mis quelques notes en marge que vous êtes priés de noter si vous voulez compléter votre cours. Vous pouvez aussi faire des captures d'écran, c'est comme vous voulez. Et donc effectivement, ces notes-là, je rajouterai des petites choses à l'oral qui sont pas notées, c'est juste pour vous mettre un petit peu de contexte pour que ce soit un peu plus clair. Ce sera divisé en deux parties en fait. Une première partie sur la naissance de l'Europe et une deuxième partie donc sur la façon dont, au contraire, il y a quelques petits défis qui vont être relevés, qui sont en train d'être relevés actuellement au niveau de l'Europe, et notamment de la transformation de l'Union européenne. Donc la première partie, ça va être l'idée de voir en fait toute cette première partie de construction européenne qui va se faire entre 1945 et 1991. Donc ce qu'on appelle l'époque de la CEE. La CEE, c'est la Communauté économique européenne. Je vous l'ai remis dans les notes plus tard de toute façon. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que cette CE, comme son nom l'indique, c'est un projet donc qui est économique sur la forme. C'est l'idée de construire un marché commun, mais en fait, il y a une volonté politique très très claire. Ça va bien au-delà de l'économie et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe, quelque part, en 1945, c'est un continent brisé et sort de deux guerres qui l'ont presque entièrement détruite et l'ont considérablement affaibli, notamment au profit des États-Unis et de l'URSS. Donc effectivement, on a ce contexte-là d'une Europe ruinée, très affaiblie, et d'une Europe qui est divisée, finalement, entre une Europe de l'Ouest qui a été libérée par les Américains et une Europe de l'Est qui a été libérée par les Soviétiques. Et effectivement, ça a une certaine importance, on va réexpliquer. Donc assez rapidement, dans les années 50, ça peut paraître très très rapide après la guerre, ça a même été extrêmement compliqué et difficile à mettre en place, puisque vous aviez des gens qui accusaient la France, par exemple, d'avoir oublié que l'Allemagne était son ennemi. Et finalement, donc, il y a des controverses très très vives qui expliquent même certains échecs encore aujourd'hui. C'est, par exemple, s'il n'y a pas encore vraiment d'armée européenne, ça vient en partie de cette époque-là où effectivement on a eu une tentative de faire une armée européenne qui a échoué parce que effectivement les Français voulaient pas travailler avec les Allemands, ce qui peut se comprendre seulement 10 ans après la guerre. Donc, ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que dans les années 1950, on a les pays d'Europe de l'Ouest qui se rapprochent. En fait, 6 pays, pas tous. Déjà, c'est des pays qui sont tous démocratiques, qui ont à peu près un niveau économique sensiblement égal et qui sont proches, qui sont collés les uns aux autres. C'est la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Ils se rapprochent donc dès 1950. Et ils signent d'abord un traité qu'on appelle le traité de la CECA. CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça veut dire qu'en fait, cette communauté économique, elle est que partielle. Elle se fait autour de deux productions qui sont donc essentielles, qui sont donc le charbon et l'acier. Et voir en fait finalement, l'idée c'est de voir un peu comment on fonctionne à partir de là, est-ce qu'on arrive à mutualiser les efforts sur ces deux productions essentielles. Et après, dès le début, c'est assez clair chez les promoteurs de cette union, chez tous ces dirigeants, c'est l'idée qu'on va sans doute passer à autre chose, quelque chose de plus approfondi. Et c'est le cas dès 1957. En 1957, et ça c'est une date que vous devrez retenir, c'est ce qu'on appelle le traité de Rome. Le traité de Rome, c'est l'idée que vous avez ces 6 pays-là, qu'on a déjà cités, qui étendent leur coopération à tous les domaines. Tous les domaines économiques. C'est la communauté économique européenne, qu'on abrège au CE. Elle va être basée sur le principe du marché commun, à savoir que toutes les marchandises vont être mis en
commun et plus finalement, donc chaque pays va faire un peu comme aujourd'hui, avoir une économie complètement ouverte entre ses 6 membres. Mais là où je vous disais, c'est qu'en fait, c'est bien au-delà d'un simple projet économique, parce que ça existe dans plein de continents. Il y a plein de continents qui ont bâti ce genre de choses, comme encore aujourd'hui. Là où l'Europe est vraiment très différente, et on voit que ça va au-delà de l'économie dans l'esprit des dirigeants de l'époque, c'est que, en fait, il y a un aspect d'union politique qui est très, 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 très fort, puisqu'on reprend des choses qui sont d'habitude les privilèges des États, à savoir qu'on choisit un drapeau, un hymne national qui est donc un hymne européen, mais qui est comme un hymne national, et une devise. Donc tout ça, c'est des choses qui normalement sont réservées aux États. Donc dès le début, on voit bien qu'il y a une volonté de construire quelque chose qui va au-delà de l'économie, qui va donc dans le cadre d'une union politique. Cette CE, elle va s'étendre progressivement entre 1957 et 1986. Elle va s'étendre donc à 12 pays. Donc là, vous les voyez, vous allez avoir l'Angleterre, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande qui vont rejoindre. Donc globalement, c'est quasiment toute l'Europe de l'Ouest, sans la Suisse et la Scandinavie qui elle aussi va rejoindre un petit peu plus tard. Enfin, une partie de la Scandinavie, notamment la Suède, pas la Norvège, qui elle aussi, comme la Suisse, va préférer faire bande à part, en se concentrant avant tout sur son économie. Notamment, si vous voulez, l'Union européenne, assez rapidement, ça devient aussi, la CE, ça devient aussi le symbole aussi d'une ouverture démocratique pour pas mal de pays. C'est qu'on a pas mal de pays à ce moment-là, donc l'Espagne, le Portugal et la Grèce, qui sortent de dictature militaire, comme c'est la dictature de Franco, pour ceux qui font espagnol. Et effectivement, c'est dans les années 70 qu'ils sortent de cet esprit dictatorial et qu'on se retrouve effectivement avec une Europe qui s'élargit, qui devient un symbole de démocratie et de richesse, puisque l'idée de cette CE, c'est aussi que quelque part, les États contribuent les uns aux autres en termes économiques et donc finalement, transfert de l'argent des membres les plus riches aux membres les plus faibles économiquement, histoire qu'ils soient à peu près équivalents. C'est une sorte de principe de solidarité. Et effectivement, ces pays très pauvres d'Europe du Sud, ils vont largement en tirer profit. Cette Union européenne, on l'a dit, cette communauté économique européenne, elle est basée donc sur 6 pays, et en particulier sur 2 d'entre eux, je pense que vous le savez, c'est le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, vraiment là pour le coup, ça vient bien au-delà de l'économie, c'est vraiment un symbole très politique. Là, vous avez une photo qui est extrêmement connue. À gauche, vous avez le président de la République française, François Mitterrand. À droite, le chancelier allemand Helmut Kohl, qui pose donc devant le cercueil qui retient les restes d'un soldat mort pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont devant le Haussoir de Douaumont, qui commémore la bataille de Verdun, donc de 1916. Ça, c'était vraiment une photo qui a fait le tour du monde, qui symbolisait 2 pays ennemis qui aujourd'hui se tiennent la main et font serment de s'épauler et d'être amis et unis. Effectivement, donc ça c'est vraiment le symbole que l'Europe, ça va largement au-delà d'un simple projet économique. Donc ça c'est la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'essaierai de vous expliquer le moment où effectivement, après 1986, qu'on est passé à l'Union européenne et que finalement il y a eu le débat qui est encore actuellement aujourd'hui en cours. Est-ce qu'on doit élargir l'Europe? Est-ce qu'on doit finalement ajouter des pays simplement? Ou est-ce qu'on doit approfondir déjà les liens qui existent entre eux? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps et que ce soit cohérent? Et ça, c'est ce qui va poser problème. Mais ça, je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bien, donc là je vous retrouve pour une deuxième partie qui sera consacrée à finalement à voir ce qui s'est passé entre 1992 à peu près et aujourd'hui, à savoir qu'il y a la question si l'Europe doit s'élargir, à savoir accueillir de nouveaux pays de manière assez perpétuelle, ou au contraire s'approfondir, ce qui signifie avoir des institutions qui sont plus fortes, plus puissantes, plus stables. Donc ça dépasse un peu le fait d'avoir une monnaie commune, de se balader un peu partout, mais qu'on arrive à une sorte d'union politique, voire militaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, la question de l'approfondissement, elle se fait dès 1992. En 1992, vous avez un traité qui s'appelle le traité de Maastricht. Donc, Maastricht, c'est une ville de Hollande, qui va transformer donc la CEE en Union européenne. Donc l'Union européenne, ça devient bien plus effectivement qu'une union économique, ce qui était le cas avant, ça devient finalement une vraie
finalement une puissance indépendante avec sa propre monnaie, l'euro, vous connaissez bien, mais surtout avec des institutions qui fonctionnent pour tous les pays. Savoir qu'on a un gouvernement, donc la Commission européenne à Bruxelles, et un parlement, comme l'Assemblée nationale, qui se réunit donc à Strasbourg. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une bonne moitié des lois qui s'appliquent en France, qui sont donc des lois européennes. Alors, l'autre question évidemment centrale qui va se poser, c'est la question donc de l'élargissement. Parce qu'effectivement, le but de l'Europe, théoriquement, c'est d'accueillir à la base toute l'Europe de l'Ouest, mais quand le mur de Berlin tombe, il s'agit aussi de voir ce qu'on va faire de l'Europe de l'Est. Et ça va poser quelques problèmes, parce que déjà, on a effectivement plein de pays qui arrivent, qui veulent adhérer à l'Europe, hein, notamment parce qu'ils ont un petit peu peur, d'un retour de la Russie, hein, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Ukraine, mais si vous voulez, c'est des peurs qui sont dans tous les pays, notamment de l'Europe de l'Est. Et effectivement, on a plein de pays, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, qui demandent leur adhésion à l'Europe. Et en fait, cette adhésion, elle va se faire peu à partir de 2007. Tous ces pays-là, ils vont rejoindre l'Europe. Après, le gros problème, c'est qu'il va poser quelques soucis, c'est que c'est des pays qui n'ont pas le même niveau économique que les niveaux d'Europe de l'Ouest. Ce qui fait que certains Européens, dans les pays d'Europe de l'Ouest, en France, en Angleterre, créent la concurrence déloyale avec donc des travailleurs qui pourraient voyager partout, travailler partout, mais qui demanderaient des salaires bien inférieurs à ceux pratiqués dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc ça, c'est un premier problème, hein, effectivement, qui va se poser. Et effectivement, l'autre gros problème, c'est que cette Union européenne, à la base, elle fonctionne encore avec des règles qui étaient valables avec l'Europe des six, notamment qu'il faut l'unanimité, à savoir que tous les pays doivent dire qu'ils sont d'accord avec certaines décisions. Sauf que le problème, c'est que ça fonctionnait assez bien à 6, parce que 6 pays qui sont à peu près équivalents, qui ont le même niveau économique, ils arrivent à peu près à se mettre d'accord. À 27, évidemment, si on demande l'unanimité, c'est beaucoup plus compliqué. Vous voyez bien ce que ça demande dans votre classe. Si je réunis un groupe de 5, 6 élèves et je leur demande s'ils sont tous d'accord, on arrivera à trouver un compromis au bout d'un moment. Si je vous demande à 22, 23, il y en aura bien un qui va me dire, bah non, mais moi je suis pas d'accord. Et donc ça va tout bloquer. Effectivement, c'est ça qui pose des questions et on l'a vu par exemple très récemment, il y a quelques jours, quand l'Union a décidé de se réunir pour savoir est-ce qu'il faut se passer ou non du gaz russe, on a eu un vrai problème puisque la Hongrie a décidé justement donc de dire nous on veut rester avec nos accords avec la Russie, ce qui pose problème parce qu'en fait ça empêche toute décision et ça c'est un vrai problème pour l'Europe. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une opinion publique qui est assez fracturée. L'opinion publique, elle est très divisée. Il y a ceux qui voient l'Europe comme un bienfait, qui unit les peuples, qui permet de rassembler finalement les gens malgré leurs différences, qui est un beau projet, qui permet donc d'avoir une vraie puissance économique, qui permet l'idée de plus compter finalement ensemble que chaque petit pays séparé. Il y en a d'autres qui voient effectivement l'Europe comme la source de tous les problèmes. Après, en sachant que vous avez malheureusement certains politiques qui ont tendance parfois justement à dire c'est pas notre faute, c'est la faute de l'Union européenne pour un petit peu se dédouaner de leurs responsabilités. C'est ça qui pose problème. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec le Brexit. Parce que vous savez, le Royaume-Uni donc a quitté effectivement donc l'Union européenne. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je vous ai mis une donc d'un journal allemand. On voit Vladimir Poutine qui piétine le drapeau européen. Pour dire qu'effectivement, cette attaque contre l'Ukraine, c'est aussi une attaque contre la valeur de l'Europe, notamment contre sa grande crainte que l'Ukraine puisse adhérer à l'Europe et à l'OTAN et rejoindre un bloc occidental qu'il déteste. Il faut savoir que l'Europe, elle est née des espoirs de l'après-guerre. En fait, il y avait un espoir de paix. C'est déjà une véritable puissance économique. C'est même la première puissance économique mondiale, si on compte tous les pays ensemble. Par contre, c'est vrai que la guerre en Ukraine, c'est l'occasion de voir si on peut choisir entre finalement d'avoir des pays extrêmement indépendants sur leur politique étrangère, militaire, ou éventuellement une vraie union et devenir une vraie puissance politique qui serait capable de négocier d'égal à égal avec la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'essaierai de refaire une autre vidéo si celle-ci marche. Merci beaucoup.